Louis Ducos du Huron, ou Louis Ducos du Huron. Un nom familier pour les habitants d'Agen et les historiens de la photographie. Une personnalité attachante, dont les travaux précurseurs sur la photographie couleur de la deuxième moitié du XIXe siècle sont à l'origine des procédés de reproduction des couleurs pour l'imprimerie et la photographie que nous connaissons aujourd'hui. Il fallut du temps pour que cette photographie en couleur qui nous est si familière émerge. C'est sans doute le procédé photographique qui a demandé le plus d'investissement et d'efforts pour sa mise au point, et il en résulte un décalage d'une centaine d'années entre l'essor de la photographie noir et blanc ou monochrome dans la première moitié du XIXe siècle et l'adoption de la photographie couleur par le grand public après la Seconde Guerre mondiale. Je me propose de retracer avec vous ce cheminement, car pour comprendre cette longue gestation, il convient d'expliquer les verrous technologiques, mais aussi idéologiques qu'il fallut surmonter pour que la photographie en couleur finisse par s'imposer. Nous sommes en 1839. François Arago, secrétaire de l'Académie des sciences, fait la promotion d'un procédé photographique exceptionnel à l'époque, le daguerréotype. En effet, ce procédé photographique exécuté sur une plaque argentée révèle une image d'une précision troublante, un dispositif d'enregistrement du monde qui nous entoure d'une telle qualité qu'il ne pouvait laisser indifférents des scientifiques dont la tâche consiste à observer, à enregistrer, à classer et à mesurer les phénomènes naturels afin de les comprendre et de les expliquer. La photographie est donc introduite dans le cadre d'une institution académique et cautionnée par les plus grands scientifiques de l'époque, qui vont garder un certain ascendant tout au long du XIXe siècle sur les perfectionnements de cette photographie. Ce daguerréotype, dont la précision permet de compter les pavés dans la rue ou de lire les inscriptions sur les murs des immeubles parisiens, est produit directement dans l'appareil photographique. J'entends par là que la plaque que l'on observe est celle qui a été exposée dans l'appareil photographique. C'est ce que l'on appellera un positif direct, alors que des procédés concurrents, comme celui de l'anglais Fox Talbot, livrent d'abord une image négative au sortir de l'appareil et réclament alors une opération supplémentaire pour rétablir les valeurs du sujet photographié, c'est-à-dire produire une image positive. C'est donc un procédé en deux étapes que l'on qualifiera d'indirect. S'instaure donc une sorte de hiérarchie, voire d'opposition, entre un procédé de photographie directe qui donne une photographie unique en une seule étape et un procédé indirect d'où résultent plusieurs générations d'images. Et cette distinction entre procédé direct et indirect va jouer un rôle essentiel dans les débats autour de la photographie couleur tout au long du XIXe siècle. Mais revenons à l'image daguerrienne, au daguerréotype. Pendant une dizaine d'années, ce procédé va emporter les faveurs de la communauté scientifique et du public. Des physiciens célèbres comme Hippolyte Fizeau, Léon Foucault l'adoptent immédiatement et contribue à des perfectionnements remarquables. Seulement, il y avait une sorte de défaut originel à ce procédé. Il fournit des images sans couleur, ou du moins sans les couleurs naturelles. La qualité extraordinaire de l'image suffit alors à combler les exigences des praticiens. Si la couleur manque, eh bien, qu'à cela ne tienne, on en rajoute manuellement à l'aide de pigments déposés minutieusement avec des pinceaux fins sur la surface de l'image. L'image en noir et blanc est la référence en photographie. Pourtant, dès 1839, une idée allait faire son chemin parmi les physiciens et les chimistes, celle d'utiliser pour photographier en couleur un composé qui, au lieu de blanchir ou de s'assombrir lorsqu'il est exposé à des rayons lumineux, va adopter la couleur de ces rayons. John Herschel en Angleterre abonde en ce sens lorsqu'il reprend des expériences anciennes et montre que le chlorure d'argent possède cette propriété caméléon. Il devient rose brique
sous un rayonnement rouge, jaune sous une lumière jaune, bleu sous des lumières bleues, et ainsi de suite. Aussi, dès les débuts de la photographie, le concept d'une photographie couleur directe est validé par de nombreux scientifiques, quitte à devenir une sorte de dogme, une doctrine, et nous allons voir que cela va entraver la démarche et la portée des travaux de certains pionniers comme Louis Ducos du Huron ou Charles Lecros. Et cela va les entraver d'autant plus que cette vision réductrice d'une solution au problème de la couleur en photographie est confortée quelques années plus tard par les travaux d'Edmond Becquerel. Et enfin ceux de Gabriel Lippmann. Voyons d'abord ce qu'Edmond Becquerel propose. L'année de l'introduction du daguerréotype, en 1839, Edmond Becquerel assiste son père Antoine César à la chaire de physique au Jardin des Plantes à Paris. Il a seulement 19 ans, mais il s'empare de la photographie comme un objet d'étude et d'expérience pour étudier la lumière. La lumière est au cœur des préoccupations des académiciens et des physiciens de l'époque. Et les recherches de Becquerel sont particulièrement fécondes puisque dès les premières années, ils mettent en évidence l'effet photovoltaïque, puis un autre effet dénommé effet Becquerel, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est en 1848, l'année où il met au point un procédé de photographie couleur directe. Il va, grâce à toutes ces découvertes et ces innovations, bénéficier d'une certaine aura parmi ses collègues scientifiques, mais aussi parmi les photographes de l'époque. Et il obtiendra un siège à l'Académie des sciences en 1863. Quelques-unes de ces images couleurs primitives produites par Becquerel nous sont parvenues et les plus spectaculaires sont sans doute, pour les physiciens de l'époque et les scientifiques, celles du spectre solaire avec ses couleurs naturelles. Le procédé est désarmant de simplicité. On prend une plaque argentée couverte de chlorure d'argent que l'on place dans l'appareil photographique et des couleurs se forment sur la plaque au fur et à mesure de l'exposition qui peut cependant durer plus d'une heure en plein soleil. Malheureusement, ces photographies disparaissent lorsqu'on les expose trop longtemps à la lumière car on ne sait pas fixer l'image. Mais peu importe, pour la communauté scientifique, les intuitions d'Arago et d'Herschel sont confirmées, la preuve de concept est faite, les photographies couleurs peuvent être produites en mode direct, même si on ne réussit pas à expliquer l'origine du phénomène. C'est seulement en 2019 que nous avons mis en évidence l'origine plasmonique de ces couleurs. L'exposition à la lumière provoque un phénomène de photoadaptation des nanoparticules d'argent. Et la modification de leur morphologie, de la distribution des tailles, est à l'origine des diverses colorations que l'on voit sur ces plaques. Cette curiosité de laboratoire qu'est le procédé direct de photographie couleur Becquerel allait sceller en 1848 le destin de la photographie couleur pour les physiciens du XIXe siècle. Elle serait directe ou elle ne serait pas. Pourtant, les années qui suivent, après 1850, annoncent la fin de la photographie directe. Le daguerréotype est remplacé par le procédé au collodion sur verre, un procédé indirect en 2 étapes qui passe d'abord par un intermédiaire négatif. L'avantage de ce procédé indirect est de pouvoir produire de multiples photographies à partir d'un négatif. Et c'est ce qui va assurer le succès de ces procédés jusqu'à nos jours. Néanmoins, pour la photographie couleur, on va s'obstiner à travailler à la mise au point de procédés directs. Et des photographes comme Abel Niepce de Saint-Victor ou Poitvin consacrent des années à la recherche d'une solution pour améliorer le procédé de Becquerel. Sans succès, les couleurs resteront approximatives et les images instables à la lumière. Mais c'est finalement bien plus tard, en 1891, que Gabriel Lippmann, professeur à la Sorbonne, introduit un procédé de photographie en couleur directe, tout à fait remarquable, et il comble ainsi les espérances des physiciens et justifie a posteriori leur soutien indéfectible à la voie directe, soutien qui perdurera même au début du XXe siècle. Le procédé introduit par Lippmann permet d'enregistrer sur une plaque photographique des réseaux d'interférences propres à chaque rayon coloré. On détient ainsi la solution tant espérée de photographie directe des couleurs. Chaque couleur est restituée en tout point de l'image par sa longueur d'onde originale.
Cette méthode élégante ne sera jamais adoptée par les photographes. Les temps de pause de plusieurs secondes, voire dizaines de secondes, sont encore trop longs. La mise en œuvre est délicate, les conditions d'observation sont contraignantes, les images sont petites, de la taille d'une carte de visite, elles sont sur plaque de verre et elles sont bien sûr uniques. Cette photochromie interférentielle va donc être en quelque sorte le champ du signe de la méthode dite directe des photographies couleur. Cet exploit réalisé par Lippmann, et qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1908, illustre tout de même un aspect important pour la photographie couleur. Sa mise au point devait nécessairement s'ériger à partir d'une compréhension des lois de la nature. Lippmann construit son procédé en s'appuyant sur la nature ondulatoire de la lumière, les interférences et les travaux d'Augustin Fresnel. Puisque la couleur est à l'origine un rayonnement, un spectre électromagnétique, donc photographier en couleur consiste à enregistrer des longueurs d'onde et c'est ce que fait parfaitement le procédé de Gabriel Lippmann. Toutefois, il semble que l'on néglige ici l'importance de la biologie, de la physiologie. Car après tout, la couleur n'existe que dans l'œil, que dans le cerveau d'un observateur. L'important est moins d'enregistrer un spectre que de restituer dans l'œil de l'observateur la bonne couleur, même si elle résulte de spectres différents. Et c'est la stratégie adoptée par Louis Ducos du Huron dès les années 1860 avec une méthode indirecte de photographie des couleurs qui consiste d'abord à analyser les couleurs d'un sujet, puis à les recomposer au mieux avec un mélange de 3 matières colorantes. Comment l'œil humain perçoit la couleur? Comment analyse-t-il les rayonnements qui lui parviennent? C'est dans la réponse à ces questions simples que se trouve la clé et le fondement scientifique de la méthode développée par Louis Ducos du Huron. Il y a un synchronisme entre les recherches de Louis Ducos du Huron et la compréhension des mécanismes de la vision qui sont adoptés après 1850 grâce aux travaux de Young, d'Helmholtz, de Grassmann et surtout ceux de Maxwell. En 1861, Maxwell soutient que 3 teintes suffisent à notre œil pour percevoir les couleurs. Elles correspondent à notre mécanisme de vision, aux 3 cellules photoréceptrices dans l'œil. Et ce qui est remarquable, c'est que James Maxwell va utiliser la photographie couleur pour le démontrer. Maxwell valide ainsi d'une part la théorie de la vision trichrome par la photographie couleur et réciproquement, il justifie le fondement scientifique de la méthode trichrome de photographie des couleurs, celle de Louis Ducos du Huron. Maxwell ne s'intéressera jamais pour sa part à un dispositif de photographie des couleurs. Et il est également surprenant de voir que ces travaux fondamentaux, publiés à l'époque, en particulier dans le livre d'optique physiologique d'Helmholtz en 1867, n'aient pas ébranlé les convictions de physiciens comme Edmond Becquerel, qui ne cesseront de contester le bien fondé de la méthode de Louis Ducos du Huron en soutenant que les couleurs sont fausses. Et Louis Vidal de rajouter avec dédain que ce ne sont que des couleurs prises chez le droguiste. La réplique de Louis Ducos du Huron fut cinglante et sans appel. Il rétorquera que le procédé photographique en couleur d'Edmond Becquerel repose sur un simple fait empirique et fortuit, ce qui était vrai, alors que le sien résulte d'un raisonnement. Et Charles Cros, solidaire de Louis Ducos du Huron, avancera que c'est l'œil qui est le seul instrument pertinent pour apprécier les couleurs. L'œil serait ainsi constitué de 3 photorécepteurs, un pour le bleu, un pour le vert et un pour le rouge. Et Maxwell utilise la photographie pour simuler et démontrer ce fonctionnement de la vision humaine. Il réalise 3 photographies derrière des filtres bleus, verts et rouges et il restitue les couleurs en projetant ces 3 images monochromes avec 3 projecteurs équipés de filtres sur un écran. Cette méthode de photographie des couleurs revient à ramener toutes les couleurs de la nature à une combinaison de 3 couleurs primaires. Ces travaux sur la vision donnaient donc raison à Louis Ducos du Huron, mais il ne semble pas qu'il en ait eu connaissance. D'ailleurs, il réalise de son côté une expérience similaire qu'il qualifie de phénomène très curieux en faisant l'expérience de Maxwell. Ces réalisations de trichromie peuvent paraître élémentaires aujourd'hui,
Mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était loin d'être une opération triviale, car en 1860, les sels d'argent utilisés en photographie sont très sensibles aux rayons ultraviolets bleus, mais peu sensibles au vert et encore moins au rouge et à l'oranger. Tous les praticiens photographes le savaient, et d'ailleurs, ils ne manqueront pas de se gausser de Louis Ducos du Huron sur ce sujet. Alors pourquoi cela a marché avec Maxwell? Pourquoi il a réussi son expérience? Eh bien, Maxwell a eu une chance incroyable quand il a fait cette expérience de photographie d'un ruban écossais. La couleur rouge du ruban n'aurait pas dû être enregistrée par la plaque photographique qui est aveugle à cette coloration. Mais ce colorant rouge du ruban réfléchissait les rayons UV et le filtre rouge utilisé par Maxwell sur l'appareil photographique laissait passer ces rayonnements UV. Ce sont donc les rayonnements UV qui ont permis d'enregistrer la sélection rouge-orangée de l'image et permis ainsi de restituer toutes les colorations du sujet. La sensibilisation des plaques, c'est précisément là que se situe la pierre d'achoppement pour la photographie couleur à l'époque, au XIXe siècle. La quasi-impossibilité d'enregistrer des couleurs avec une plaque photographique qui est en grande partie aveugle à celle-ci. Louis Ducos du Huron l'écrit et il précise que de toutes les difficultés, la plus considérable est celle qui consiste à obtenir dans la chambre noire le cliché derrière le filtre rouge. Comment lui a-t-il surmonté ces difficultés? En étudiant ses publications, on prend la mesure de ses talents d'expérimentateur et de pionnier. Dans les années 1860, ces prises de vue sont réalisées sur des feuilles de papier sensibilisées avec du bromure d'argent. Alors les temps de pause sont supérieurs à 2 heures d'exposition en plein soleil et les clichés doivent être intensifiés chimiquement car l'image obtenue derrière le filtre rouge est à peine visible. Dès 1873, il exploite la découverte du chimiste Vogel, ce qui s'appelle la sensibilisation chromatique et qui consiste à ajouter une infime quantité d'un colorant à la couche photographique pour améliorer sa sensibilité à certaines couleurs. En 1875, à Agen, Louis Ducos du Huron utilise avec succès une décoction de lierre. La chlorophylle qu'il extrait permet de photographier les colorations rouge-orangé en une douzaine de minutes de pause. Mais catastrophe. Quand l'année suivante, il veut en faire la démonstration à Billancourt, cela ne marche pas. On pense que le lierre de Billancourt n'a pas la propriété voulue. On essaye celui de Meudon, puis celui de Boulogne, celui d'Asnières, de Sèvres ou même de Versailles, et c'est toujours l'échec. Il découvre alors que la saison de récolte du lierre est importante et que le lierre cueilli au printemps est inefficace. Finalement, après bien des expérimentations, dans les années 1880, il utilisera un autre colorant artificiel, l'éosine, qui permettra d'abaisser considérablement les temps de pause avec les nouvelles plaques au gélatino-bromure d'argent. C'est finalement au XXe siècle que la chimie et l'industrie photographique seront suffisamment armées pour donner corps à des productions industrielles fondées sur les propositions trichromes de Louis Ducos du Huron. C'est d'abord le procédé autochrome introduit par la société Lumière. Alors il repose sur un principe qui avait été écrit dès 1860 par Louis Ducos du Huron, où il proposait d'utiliser un réseau microscopique constitué de raies rouges, jaunes, verdâtres et bleues sur un support transparent. Louis Lumière utilisera pour ses plaques des grains de fécule de pommes de terre teintés en bleu, en rouge et en vert. Et cette mosaïque, interposée devant la plaque photographique lors de la prise de vue, va tamiser la lumière en fonction de sa couleur et permettra de la restituer par un mélange optique. C'est le principe qui est aujourd'hui largement appliqué pour les écrans couleurs, qu'ils soient de télévision ou d'ordinateur. Dans les années 1930, on réussit à superposer sur le même support les 3 couches photographiques sensibles au bleu, au vert et au rouge, et au cours du développement, leur conférer respectivement les couleurs jaune, magenta et cyan. Cette nouvelle prouesse technologique ouvre la voie à l'introduction de la photographie couleur auprès du grand public, avec d'abord les diapositives Kodachrome et Agfacolor, puis les photographies couleur sur papier, qui seront l'essence même de la photographie couleur moderne. Alors cette photographie couleur mettra du temps à s'imposer, puisqu'elle se généralisera seulement après les années 1980. Ainsi, après s'être confronté au scepticisme des physiciens
pendant le XIXe siècle. Au XXe siècle, c'est à la réticence des photographes qu'elle sera confrontée. Certains jugèrent la couleur vulgaire, estimant qu'elle appartenait au domaine de la peinture, mais pas à celui de la photographie. Et on vit ainsi ressurgir une querelle ancienne, la querelle du coloris, qui opposait au XVIIe siècle les partisans du dessin à ceux de la couleur. Le dessin, le monochrome, exprimant la raison, l'intelligence, et la couleur relevant du domaine du sensuel et de la passion. Néanmoins, très tôt, au XXe siècle, la couleur avait conquis d'autres sphères, celle du cinéma et de l'imprimerie, si chère à Louis Ducos du Horon. La couleur relève du domaine de la passion, et c'est cette passion qui a porté Louis Ducos du Horon pendant plus d'un demi-siècle, parfois au détriment de sa santé et sûrement de sa fortune. Il reste pour tous les historiens un précurseur, un expérimentateur remarquable et tenace. C'est un peu le Bernard Palissy de la photographie. Il va à l'écart du monde académique explorer, défricher et enrichir tout un champ de connaissances et de techniques sur la photographie et la reproduction des couleurs. La force de sa démarche se fonde à la fois sur son savoir-faire dans le laboratoire photographique et son analyse minutieuse des phénomènes. Beaucoup des lois qu'il formule et des méthodes qu'il développe seront confirmées ou mises à profit par d'autres scientifiques, par des photographes et des industriels. Toutefois, à cette reconnaissance posthume, il ne faudrait pas oublier d'associer sa famille et plus particulièrement son frère Alcide. L'histoire nous livre de nombreux exemples de fratrie solidaires et complices, de leur soutien indéfectible, que ce soit Vincent et Théo Van Gogh, Louis et Auguste Lumière, Claude et Nicéphore Niepce. Alcide sera toujours présent, financièrement sans doute, mais aussi techniquement pour rédiger, commenter, promouvoir le travail de son frère. Et ce soutien familial va s'avérer essentiel pour surmonter les difficultés matérielles et les barrières idéologiques. Louis Ducos du Horon avait compris que la ligne droite n'est pas toujours la plus directe pour atteindre un objectif, et effectivement, il fallait changer de paradigme, ignorer la couleur comme un rayonnement spectral pour la considérer comme une sensation. Échanger le spectromètre du physicien contre la rétine de l'homme. Privilégier ce que l'on perçoit à ce que l'on mesure. En mettant l'homme au centre de ses observations et de ses préoccupations, en favorisant les méthodes expérimentales scientifiques, Louis Ducos du Horon compte parmi les grandes figures humanistes dont les contributions éclairent encore notre siècle. Merci de votre attention.